scénario négawatt, mais que l'ADEME a beaucoup exploré dans son scénario, qui est tout ce qui est flexibilité de la demande. C'est-à-dire le fait aujourd'hui de pouvoir piloter des consommations d'électricité, comme on le fait classiquement avec nos cumulus d'eau chaude, piloter les consommations d'électricité pour les faire de plus en plus coïncider avec les moments où les énergies renouvelables produisent. Mais vraiment, autour de ces solutions, il y a aujourd'hui vraiment plus de questions à notre sens sur le fait que 100% renouvelable électrique à terme est faisable et pas plus cher et plutôt moins cher qu'un système comme notre système actuel. Bon alors, monsieur Marignac, vous n'avez pas le monopole du renouvelable. Quand vous avez plusieurs neutrons qui sortent d'un noyau fissile, vous en avez un qui fait du plutonium 239 et vous avez encore de la matière fissile. Alors on va me dire que 0,6 c'est pas 1, mais si vous n'êtes pas en régime permanent, si vous avez un stock, ça vous pouvez déjà le faire durer. Ensuite, l'article américain c'est Jacobson. Alors Jacobson, Stanford, c'est fabuleux, c'est un dieu, sauf votre modeste professeur de classe préparatoire. Vous pouvez voir sa réponse sur technique de l'ingénieur, un droit de réponse, et vous verrez ce qu'il en fait de Jacobson. Il y a aussi 5 articles sur mon blog qui expliquent pourquoi Jacobson c'est impossible en Europe. D'accord ? Alors parce que évidemment aux États-Unis, vous avez des grandes distances, vous pouvez imaginer tout mélanger. Seulement, votre modeste professeur de classe préparatoire, il se trouve qu'il a été en contact avec des Américains du réseau texan, ERCOT, et je peux vous dire que les Américains, ils ne sont pas du tout prêts à tirer les lignes pour faire ce que veut Jacobson, c'est-à-dire un mélange de toutes les productions électriques à l'échelle du pays. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, oui, il y a quand même quelque chose, c'est que vous dites qu'il y a du foisonnement. Alors, le problème, c'est que l'ADEME, elle vous met une grande majorité d'éoliens terrestres. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de jouer là-dessus. Moi, à Sophia Antipolis, j'ai vu Thibaut Vaulion. Thibaut Vaulion, si vous regardez sa page LinkedIn, il dit « J'ai réussi en classant mes 70 gigawatts, 70 parcs par département où il veut en France. En France, il n'y a pas de patrimoine naturel, pas de patrimoine historique. On y va, on bourre toutes les forêts avec des éoliennes. » Il est arrivé à réduire la puissance d'appoint par 6. Alors il y a juste un problème, c'est que vous, par rapport à l'ADEME, vous avez la moitié de l'éolien en mer. Et l'éolien en mer, c'est concentré, vous concentrez la puissance, donc vous avez des variations plus importantes. Donc moi je dirais que l'ADEME, ça prouve que négawatt, c'est plus difficile. Qu'est-ce que vous aviez abordé aussi? Le power to gas et la flexibilité. Le power to gas. Alors le rendement du power to gas, c'est un peu plus de 20%. Quand vous faites le cycle électricité, enfin c'est power, gas to power, ça c'est 20%. C'est pour ça que vous en mettez très peu dans votre scénario théorique et vous essayez de le brûler ou de faire avancer les voitures avec. Ensuite, vous allez prendre le CO2 du biogaz sur des sources diffuses. Vous allez un peu fort sur le biogaz. Je disais que l'exemple réel, c'était l'Allemagne, parce que les Allemands produisent du biogaz avec du maïs, majoritairement aujourd'hui. Voilà, enfin, je ne sais pas quoi dire, parce que... oui, pardon, excusez-moi, les centrales vieillissantes. Alors ça, on sort encore. Moi, je vous conseille l'un des vôtres, je ne sais plus si c'est Jean-Pierre ou Jean-Paul Hutin, à Centrale Énergie. Son titre, c'est les centrales jusqu'à 80 ans. Ensuite, quand on l'écoute, on comprend que c'est un peu plus que 60. Mais les centrales vieillissantes, moi je reviens d'un site dans l'Est qui produisait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, où il y a 2000 familles, sans parler des milliers de sous-traitants, qui sont sacrifiés à l'idéologie, alors que vous avez les patrons des EHPAD qui sont en colère, pardon, les employés des EHPAD qui sont en colère, les patrons des hôpitaux qui sont en colère, et pas mal de gens. Alors, notre parc nucléaire, il peut fonctionner jusqu'à 60 ans, puisque les Américains qui mettent plus de neutrons sur leur cuve, parce qu'ils font fonctionner les centrales plus intensément, ils ont déjà prévu que toutes leurs centrales fonctionnent 50 ans. C'est un capital qu'il faut conserver. Moi, je viens ici pour faire le lien entre les quelques personnes ici qui ont bâti le parc nucléaire, comme j'ai lu à Solon Climat, l'héritage de ceux qui ont fait cette formidable aventure, c'est-à-dire que jusqu'aux antipodes, le programme nucléaire, c'est un exemple. Et
c'est notre seule chance pour sortir des énergies fossiles. Merci. Alors on avait encore 2 points à aborder, qui étaient la place du nucléaire dans vos scénarios et les coûts économiques, mais pour des raisons de temps, on préfère donner la parole à la salle. Donc si vous avez des questions à poser à M. Marignac et M. Hansen, allez-y. Oui, Monsieur Hansen, c'est simplement pour revenir sur un point que vous aviez déjà évoqué sur la consommation de l'Allemagne. C'est moi qui ai peut-être mal entendu ou mal compris. Vous aviez parlé de ce chiffre de 20% que vous aviez sorti. Est-ce que vous pourriez me redire qu'est-ce qui signifie? Il s'agit de l'électricité spécifique, c'est-à-dire l'électricité qui ne sert ni à la chaleur ni à la climatisation. Donc c'est quoi? C'est une diminution de 20%? Oui, eux consomment 20% de moins et les Français. Les ménages allemands en moyenne par rapport aux ménages français. Voilà, et ça c'est vraiment, quand vous avez une expérience à grande échelle, vous pouvez l'utiliser. Donc moi je vous dis, on a ça comme expérience à grande échelle. Sinon il n'y a personne qui pense qu'on peut la diminuer par 50%. D'accord, merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi j'aurais aussi une question pour Monsieur Hansen. Vous avez parlé de biocarburant et du coup je voulais savoir comment vous prévoyez de le produire et voilà, et je pense surtout aux surfaces agricoles que ça peut prendre si vous prévoyez de le faire sur la place de surfaces agricoles existantes. Parfait. Les surfaces agricoles qui sont utilisées, c'est celles qui sont utilisées pour le biocarburant de première génération, qui a en effet un rendement déplorable. Ensuite, dessus, on cultive des plantes à croissance rapide, comme le miscanthus, et c'est ça qui nous permet de produire ces 10 millions de TEP de biocarburant. Ok, donc on n'aura pas plus de surface utilisée qu'on en a aujourd'hui, ça? Non. Alors moi j'avais une question pour vous, Monsieur Marignac. C'était un moment, dans une des courbes du scénario Négawatt, il y avait l'augmentation de l'emploi liée aux nouvelles techniques de production d'énergie. Moi je me posais la question de comment c'était calculé et comment ça pouvait être réalisable, sachant qu'en France, par exemple, le nucléaire c'est 410 000 emplois environ, qui ont un lien avec le nucléaire. Donc si on visait vers une sortie du nucléaire, même si bien sûr il y aura du travail avec le démantèlement des centrales, comment on peut viser vers une augmentation d'emplois alors que le secteur du nucléaire, il y a beaucoup d'emplois en France là-dessus? Alors, il y a plusieurs sujets derrière votre question. Le premier, c'est un sujet méthodologique. Comment c'est calculé dans le scénario de manière très simple, par des calculs, comme je le disais, de coûts d'investissement et de coûts d'exploitation dans les différents secteurs, avec des hypothèses d'ailleurs assez prudentes, conservatrices et plutôt favorables au système énergétique existant qu'aux nouvelles filières et aux nouvelles technologies. Et ces contenus en investissement et en CAPEX et en OPEX, en fait, sont traduits à travers des ratios qui existent vraiment dans la littérature économique internationale par branche de ratio chiffre d'affaires emploi, en emploi dans les différentes branches. Et puis après, il y a une évaluation un peu de bouclage sur au-delà des emplois nets créés ou détruits dans chaque secteur, d'un effet global sur l'emploi dans l'économie. Donc ça, c'est pour répondre à l'aspect méthodologique. Ensuite, effectivement, alors vous avez raison sur le fait que la transition énergétique, mais ça, quoi qu'on fasse, je veux dire, si on est dans une transition énergétique, ça veut dire que des secteurs sont appelés à se développer, mais que d'autres sont appelés à décliner, et donc il y a, au-delà d'un solde net positif que je vous ai donné, il y a un sujet majeur qui est que c'est des créations quelque part, mais des emplois qui disparaissent ailleurs. C'est d'autant plus important quand on parle de nucléaire
ou de raffineries de pétrole, ou de grosses usines dans la construction automobile, que c'est des emplois très concentrés dans des territoires qui en sont du coup économiquement et socialement très dépendants. Donc il y a un sujet d'accompagnement de ces transitions. Mais sur le solde global que j'ai évoqué, d'abord le nucléaire, c'est 410 000 emplois, mais en comptant très large sur des emplois directs et induits, y compris des emplois dans des industries métallurgiques, par exemple, qui ne sont pas, qui peuvent être facilement reconvertis. Il y a peut-être en enveloppe 200 000 emplois directement liés au nucléaire et difficilement reconvertibles. Mais le point, c'est qu'en fait, les secteurs qui sont appelés à se développer dans le cadre de la transition sont des secteurs qui, globalement, emploient davantage pour la même quantité d'énergie ou le même volume d'affaires que le nucléaire, qui est très intensif de ce point de vue-là. Et donc, voilà, le calcul donne ce solde global, mais encore une fois, le solde global est important. Les emplois viennent des renouvelables, viennent par exemple du transport collectif, viennent beaucoup de la rénovation thermique du bâtiment. C'est aussi des emplois qui souvent sont très dispersés sur le territoire, ce qui est positif et très peu délocalisable. Mais le sujet majeur derrière ça, c'est l'accompagnement des secteurs en déclin. Merci. Bonjour. Une question pour vous aussi, M. Marignac, à nouveau. Vous aviez un graphique où le nucléaire apparaissait en gris et il était mal placé en termes d'efficacité. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. Et ça me paraît contradictoire avec ce qu'on voit habituellement et en particulier avec les recommandations du GIEC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Merci. Oui. On peut le remettre éventuellement. Je ne sais pas comment moi je fais ça, mais je peux remettre mon diaporama. Merci pour la question, puisque j'ai dit tout à l'heure que ça serait effectivement utile d'y revenir. C'est celui-là, je pense. C'est ça? Où effectivement le nucléaire est la dernière des lignes en gris. Alors, c'est pas, j'ai été vite tout à l'heure, c'est pas l'efficacité, c'est en fait un classement, si l'on peut dire, de soutenabilité. Donc les Nations Unies ont établi un ensemble de 17 objectifs du développement durable, donc c'est les ODD qui figurent ici, parmi lesquels un des 17 est la lutte contre le changement climatique. Et le travail qu'a fait le GIEC dans le cadre de son rapport spécial 1,5 degré, et je vous invite vraiment à aller regarder cette annexe, alors j'ai de mémoire du chapitre 4 ou 5, je ne suis plus sûr. Ils ont, donc les experts concernés au GIEC, ont pris chacune, enfin je crois que c'est, il y a une vingtaine de lignes, qui sont des grandes options de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc qui toutes sont très bien notées sur l'objectif lutte contre le changement climatique. Mais ce qu'ils ont regardé, c'est ce que dit la littérature scientifique sur l'impact de la mise en œuvre de chacune de ces options vis-à-vis de chacun des 16 autres objectifs du développement durable. D'accord ? Et chaque fois qu'il y a une intersection pertinente entre l'option de réduction des émissions et l'objectif du développement durable concerné, et que la littérature scientifique donc en dit quelque chose, ils ont noté l'impact qui ressortait de la littérature scientifique, soit en positif, soit en négatif, avec des notes allant de 1 à 3 pour chaque objectif, pour chaque option, et parfois avec une fourchette, lorsque la littérature scientifique fournit des résultats différents ou qu'il n'y a pas de consensus. Ils ont apporté dans le document différentes autres informations sur la robustesse, voilà, l'état de profondeur de la littérature, etc. Chacun peut aller regarder le détail. Ce qu'on a fait, nous, simplement, c'est qu'on a compilé, pour chaque option, le résultat qu'elle obtient sur chacun des 16 objectifs du développement durable, hors changement climatique, sans aucune pondération entre ces objectifs. Et donc, on a là des objectifs qui sont de nature environnementale, la question de l'eau, qui sont de nature sociale, la question de l'emploi, qui sont de nature démocratique, la gouvernance, la sécurité internationale, etc., et ou l'égalité femmes-hommes.
Et donc on a fait cette compilation et on trouve qu'elle est, qu'elle dit quelque chose de la elle dit d'abord quelque chose de la soutenabilité relative des différentes options. Ça, c'est la valeur centrale que vous voyez apparaître sur chacune des barres. Mais ce qui est intéressant aussi, dans la mesure où le GIEC donne parfois des fourchettes, c'est de mesurer la variabilité d'impact plus ou moins soutenable des différentes options en fonction de leurs conditions de mise en œuvre. Et typiquement, sur la biomasse, sur toutes les options liées à la biomasse ou au changement d'usage des terres que vous voyez apparaître ici, c'est là qu'on a les barres en fait, les plus grandes, parce que c'est là que les conditions de soutenabilité sont les plus dépendantes de la mise en œuvre des options. Mais voilà, ce qui ressort pour nous assez clairement de ce graphique, c'est que globalement, la hiérarchie de soutenabilité globale des options rejoint les priorités que l'on a intuitivement depuis longtemps développées dans le scénario Négawatt à travers la recherche dans la trajectoire qu'on construit, pas seulement d'une action climat, mais d'une action sur la soutenabilité systémique de l'énergie. Pas de suite, pardon. Donc si j'ai bien compris, sous votre contrôle, c'est une présentation qui vous appartient, enfin avec une pondération qui vous appartient. Ça ne remet pas en cause du tout, c'est pas une conclusion qu'assume pas le GIEC, et ça ne remet pas en cause du tout la volonté du GIEC de promouvoir massivement l'énergie nucléaire pour respecter les trajectoires climatiques qui sont les nôtres. Alors, deux points de réponse à ce droit de suite. Le premier, c'est que cette pondération, cette sommation sans pondération est évidemment de notre fait, mais j'ai eu un échange avec un des auteurs je crois que le terme c'est coordinateur du chapitre en question pour le GIEC, qui est par ailleurs chercheur à l'IDRI et qu'on connaît très bien, et nous avons échangé avec lui pour nous assurer que cette présentation ne trahissait pas l'esprit de l'annexe qu'a compilé le GIEC. Donc le GIEC n'a pas publié ça, mais nous ne trahissons rien en faisant cette sommation dès lors que nous n'y mettons pas de pondération. Le deuxième point, c'est que je conteste assez formellement le fait que le GIEC ait la volonté de promouvoir le nucléaire. C'est écrit. Pour deux raisons. La première, c'est que le GIEC ne s'autorise certainement pas, en tant qu'organisme scientifique, à promouvoir quelque option que ce soit. Il fournit des recommandations aux politiques sur les différentes options susceptibles de produire une trajectoire 1,5 degré, etc. Et la deuxième, c'est que si vous regardez le rapport 1,5 degré du GIEC, qui a fait la revue de plus de 80 scénarios existants, il mentionne effectivement, il les a résumés dans 4 trajectoires, et dans chacune de ces trajectoires, il y a une augmentation du nucléaire. Mais il insiste bien, y compris dans le résumé pour décideurs, sur le fait que certaines trajectoires compatibles avec le 1,5 degré au niveau mondial, publiées dans la littérature scientifique, n'incluent pas de développement du nucléaire et intègrent au contraire un déclin du nucléaire. Mais peut-être plus important que ça, ce qu'il montre, c'est que le rôle des renouvelables est infiniment plus important que le rôle du nucléaire pour atteindre les trajectoires 1,5 degré, puisqu'on est en moyenne, alors j'ai plus les précisions statistiques en tête, je dis moyenne, c'est plus fin que ça, mais on est en moyenne autour de mémoire de 10%, 3 à 10% pour le nucléaire dans les trajectoires 1,5 degré retenues par le GIEC, contre de l'ordre de 67% de mémoire, encore ou plus, de renouvelables dans l'électricité mondiale en 2050. Voilà. Alors, il faut que je réponde. Voilà. Alors, on va peut-être regarder la littérature scientifique. La seule manière d'avoir 45 gigatep en 2100 et d'arrêter le réchauffement climatique, c'est le déploiement du nucléaire. Ça s'appelle How much can nuclear do for global warming? Moi, je vous conseille de faire l'exercice sur une feuille de papier, parce que moi, les 2 millions d'éoliennes à côté et les 1500 parcs de 100 km², je ne sais pas où les mettre, alors que les réacteurs, je sais où les mettre. Donc ça, c'est clair. On prend une feuille de papier, 45 gigatep en 2100, essayez aussi.
Ensuite, vous regardez ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que le Japon, je me demande bien pourquoi Negawatt n'est pas allé là-bas, parce que le Japon, ils ont une production solaire, on va dire l'équivalent de 6 réacteurs, et puis là, ils ouvrent 22 centrales au charbon. Qu'est-ce que vous avez au Maroc? Vous avez quelques centrales solaires Nour, et puis vous ouvrez 2 grosses centrales à charbon à Safi. Si vous voulez, l'éolien solaire, c'est le cache-sexe des fossiles. Voilà. C'est ça la vérité. Regardez, les émissions ne baissent pas. Ça vous fait 15 ans qu'on fait cette politique. Je ne sais pas, Negawatt, ça fait 15 ans. Ils n'ont pas une région, ils n'ont pas un département, ils n'ont pas une ville, ils n'ont pas un quartier. Si, ils avaient peut-être un quartier au départ, c'est la rénovation des logements sociaux à Bourgoin-Jallieu à 1 000 € du mètre carré. Allez chercher, c'est pas loin de chez vous, allez retrouver dans les archives départementales. D'un côté, vous avez les gens qui livrent des subventions, donc 3 milliards pour l'isolation, 7 milliards pour l'éolien solaire, et de l'autre, vous avez les gens qui vendent leur électricité à prix coûtant. Alors ça, tout le monde en veut, l'électricité nucléaire à prix coûtant. On donne déjà 25% de la production, allez hop, on va essayer d'en prendre encore plus, à 4,2 centimes du kilowattheure, on y va. Moi je vous dis juste, regardez le terrain, regardez ce qui se passe depuis 15 ans, regardez si vous avez baissé les émissions, est-ce que ça a un sens de remplacer une électricité décarbonée alors que toutes nos émissions sont dans le fossile, dans le pétrole et dans le gaz. Regardez, est-ce que vous avez ce méga plan de rénovation qu'on vous sort chaque année? Ouais, c'est ça. Allez juste dans le réel, regardez s'il y a la place de mettre de l'éolien. Et puis, pour la soutenabilité, je vous conseille quand même Olivier Vidal du CNRS, vous verrez s'il y a assez de cuivre pour déployer l'éolien solaire. Parce que moi, j'écoute Philippe Biwix, par exemple, c'est un centralien. Que nous dit Philippe Biwix? Qu'il restera du fer et du sodium. Parfait. Moi, je construis des surgénérateurs. Je pense que Philippe Biwix appréciera que vous détourniez ses propos pour dire qu'il recommande de développer le nucléaire. Non, mais je laisse ça. Philippe Biwix, c'est quelqu'un avec qui nous échangeons beaucoup, et moi je veux bien qu'on parle de la rareté des métaux. La rareté des métaux, vous l'avez dit, c'est d'abord le cuivre, donc ça appelle d'abord à être prudent sur le niveau d'électrification mondiale. Au passage, c'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes, nous, pas d'accord avec les visions développées par Jacobson et Stanford. Ça n'est pas parce que nous ne croyons pas au sérieux méthodologique de ces options. Voilà, il n'y a aujourd'hui pas de sujet majeur lié aux métaux dans le développement des énergies renouvelables. Il y a un sujet majeur de métaux dans l'évolution de notre société, qu'une trajectoire de type Negawatt, de soutenabilité et de sobriété nous semble être là aussi la meilleure solution pour y faire face. Bonsoir, Monsieur Marignac, je voudrais revenir, vous avez parlé de soutenabilité, je voudrais revenir à un des éléments que vous avez abordé au départ, qui est un des 3 piliers de la démarche Negawatt, qui est la sobriété. Avant de venir ici, j'ai pris le temps de lire une des petites plaquettes, et cette plaquette-là indique que pour la sobriété, il n'y avait pas de rupture sociétale. C'est les termes que vous employez sur la plaquette. Et j'ai lu en dessous que vous comptiez réduire un peu plus de par 2 la part de l'accès des Français à la maison individuelle, en passant de, je crois, 46 à 20%. Et vous souhaitiez aussi descendre les vitesses à 80 km/h sur les routes, 110 sur autoroute. Donc ma première question à l'échelon français, c'est de dire quelle est la soutenabilité selon vous de ce genre de mesures, quand on voit ce qui s'est passé il y a quelque temps. Et puis un autre échelon, moi je me pose la question de la soutenabilité de la sobriété
à l'échelon de la planète. À l'échelon de la planète, on est près de 8 milliards d'habitants. Il y en a environ 4, si on prend l'Afrique, l'Inde et dans une moindre mesure la Chine, qui n'ont pas accès à un moyen de cuisson propre, qui n'ont pas accès à l'énergie. C'est quoi, dans votre tête, la sobriété pour ces gens-là? Sachant que à 2050, qui est votre scénario, on va passer de 8 milliards, enfin on est 7,7 milliards, à 9,7 milliards, et les 2 milliards supplémentaires, c'est dans ces pays en voie de développement. Donc vous comptez leur interdire l'accès à l'énergie ou... Enfin, je ne vois pas dans votre scénario, il est très bien, hein, je pense que les Américains, ils peuvent consommer moins de viande, moins d'eau, nous aussi, mais je vois difficile. À l'échelon de la planète, ça ne joue pas là, quoi. Alors vous avez raison de soulever ces 2 points. Merci pour ces questions, parce que ça va me permettre de préciser certains éléments. Sur votre premier point, je ne pense pas que les exemples que vous avez donnés soient de nature différente du fait d'obliger les Français à porter la ceinture de sécurité ou du fait d'interdire de fumer dans les restaurants et les bars. Autrement dit, des évolutions en termes de régulation et de réglementation ne sont pas, quand elles s'étalent sur plusieurs dizaines d'années et quand elles font partie d'une nécessaire transformation de la société pour répondre à des objectifs de soutenabilité, ne sont pas des ruptures sociétales. Les ruptures sociétales, c'est ce que nous allons connaître si nous ne modifions pas progressivement nos modes de vie, parce que, à un moment donné, les limites physiques que représente l'épuisement de certaines ressources, que représente le dérèglement climatique et l'ensemble des pollutions, elles vont se manifester de plus en plus durement socialement, voire violemment. La crise des Gilets jaunes, c'est aussi une crise, par exemple, de la précarité énergétique. On est quand même dans un pays où on a théoriquement un système énergétique qui fonctionne bien, une énergie abondante, etc., et où on a quand même, selon les estimations, plus de 10 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Donc, et ces problèmes sociétaux-là vont augmenter. Si on ne traite pas, par exemple, la question de la rénovation thermique des bâtiments, on va avoir un problème de précarité énergétique croissant. Il faut relier ces enjeux. Et donc, nous disons que aller progressivement vers plus de logements collectifs à petite échelle, dans des conditions évidemment tout à fait soutenables. Il y a du logement collectif à petite échelle tout à fait désirable aujourd'hui, ça existe quand même. Et d'aller vers un peu moins de maisons individuelles dans le neuf, c'est-à-dire dans quelque chose qui joue à la marge de toute façon sur l'évolution du parc, nous semble nécessaire par rapport à l'enjeu de maîtrise des surfaces habitées à chauffer, nous semble aussi nécessaire par rapport à l'enjeu de maîtrise des surfaces artificialisées. L'étalement périurbain lié aujourd'hui à la conjonction du désir de maison individuelle et des effets sur le foncier qui font qu'on va construire là où c'est moins cher, donc toujours plus loin d'un peu tout, il se traduit par ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'allongement des distances à parcourir seulement en voiture, donc les gilets jaunes, il se traduit aussi par une artificialisation croissante des sols qui est là aussi un enjeu majeur. Donc tout se tient et pour nous, ces politiques, elles sont raisonnables. Elles sont productrices de bénéfices vis-à-vis d'enjeux environnementaux ou pour d'autres de bénéfices sur la santé. Et donc, il est possible, dans la durée, de les mettre en œuvre sans rupture. Sur la question mondiale, elle est évidemment fondamentale. On a, nous, fait un travail sur le sujet à l'occasion de la COP21 à Paris, où on s'est beaucoup impliqué. Et on est arrivé, grosso modo, à conclure en portant le message suivant. La sobriété, elle est d'abord d'autant plus nécessaire au Nord qu'on n'atteindra pas nos propres objectifs, on ne contribuera pas, pour notre part, à des objectifs de soutenabilité comme le climat, sans sobriété. Elle est deuxièmement essentielle aujourd'hui, en termes de message politique à envoyer,
aux classes moyennes dans les pays émergents, parce qu'aujourd'hui, le problème